À l'un de l'actualité ce lundi, le démarrage des épreuves écrites du BEPC, le brevet d'études du premier cycle sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Ce sont au total 293 726 candidats répartis dans 533 centres partout en Côte d'Ivoire qui affrontent cet examen qui prendra fin vendredi. La journée mondiale des océans célébrée à Dabou ce lundi, choix du programme des Nations Unies pour l'environnement. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en a appelé à la responsabilité de tous pour la préservation des océans. Dans ce journal, on s'intéresse également à ces 4 accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc dans le secteur des transports, accords signés par le ministre ivoirien des Transports et son homologue marocain en marge de la visite officielle du roi Mohamed VI à Abidjan. Et puis, essayer de sauver la Libye, c'est le but ultime visé par la nouvelle session de négociation qui a débuté aujourd'hui au Maroc, négociation entre les parlements rivaux libyens. Cette étape est présentée comme décisive par l'ONU qui juge encore possible de sauver le pays et espère un accord sur un gouvernement d'union avant le début du Ramadan la semaine prochaine. Voilà pour les titres, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Au sommaire également, ce soir, comme tous les lundis, le grand format, aujourd'hui focus sur le dispositif mis en œuvre pour prévenir tout dégât en cette saison des pluies. Souvenez-vous, l'année dernière, cette saison avait fait d'importants ravages, notamment des pertes en vie humaine. Cette année, plusieurs actions ont été menées en vue de prévenir d'éventuelles catastrophes. Quelles sont ces actions? Parviendront-elles à éviter le pire? Toutes les réponses à ces interrogations, tous les détails à suivre dans le grand format, ce sera dans un quart d'heure. Tout d'abord, le démarrage des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle à BEPC sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Ce sont au total 293 726 candidats répartis dans 533 centres sur l'ensemble du territoire qui affrontent cet examen qui prendra fin vendredi. Épreuve lancée officiellement ce matin à Gagnoa dans le centre ouest du pays par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Le compte-rendu de Franck Quadio. Gagnoa, capitale du Go dans le centre-ouest, ce lundi n'est pas un jour ordinaire pour les candidats au BEPC. En témoigne le pas matinal de ces élèves regagnant leur centre d'examen. Au lycée moderne, quelques-uns en sont encore à chercher leur salle. Étienne, 14 ans, quant à lui, attend patiemment le début de la première épreuve, la composition française. Et justement, le lancement officiel du BEPC 2015 se fait juste dans la salle voisine par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. L'épreuve de français. Démarrage des épreuves, quelques conseils aux candidats. Je vous fais confiance et je veux que vous fassiez confiance vous-même. Ne soyez pas stressés. Message bien perçu. Étienne peut déjà dérouler sa stratégie concernant les 2 exercices proposés. Le premier sujet, on a vu beaucoup ça en classe par rapport au deuxième. Donc, il me semble que ça soit facile. Après le lycée moderne, cap sur cet autre centre, un établissement privé, puis direction d'Ivo, toujours dans le district du Godjibois, pour la seconde épreuve, la physique-chimie. Au cours secondaire d'Ibois, accueil particulier. Moment d'euphorie vite passé, place à la concentration. Ambiance similaire dans les autres centres visités. Le suivi médical n'est pas négligé. Il y a une infirmerie et madame l'infirmière est là. Il y a les médicaments de première nécessité qu'on a essayé d'avoir. Alors, en cas de malaise, nous prenons l'enfant en charge, nous l'amenons directement. Plus de 25 000 candidats dans le district du Godjibois satisfaits ici pour la tutelle. Vous avez vu des enfants bien studieux en train de travailler. Donc, il n'y aura pas de cas de fraude. Ça, je peux vous le garantir. Nous avons une communauté éducative très motivée. Et c'est tout ce qui concourt aujourd'hui à l'obtention de ces résultats-là. En tout cas, je suis très fier des résultats obtenus au CEP et à l'entrée en 6e. J'espère qu'on fera la même chose au BEPC. 293 726 candidats sont en lice cette année pour l'examen du BEPC et l'entrée en classe de seconde. Les résultats le samedi 27 juin. D'autres images du début des épreuves du BEPC sur l'ensemble du territoire. D'Abidjan à Tiasalé, nos reporters nous apprennent que la composition se déroule sans incident majeur, même si par endroits,
La composition a démarré avec du retard. Lycée moderne Adjamé Harris, il est un peu plus de 8 heures ce lundi 8 juin. Candidats au brevet du premier cycle BEPC et surveillants sont encore dehors. Dans plusieurs centres d'examen visités dans le district d'Abidjan, les épreuves écrites n'ont pas démarré à l'heure indiquée. Les sujets sont arrivés en retard, donc on a démarré au lieu de 7h45, on a démarré à 9h30. 9h30, les surveillants étaient en place, les candidats aussi étaient là. Composition française et physique-chimie sont les matières dans lesquelles les candidats ont composé pour cette première journée. Nous traitons le sujet de français qui est quand même assez abordable, pas très difficile. Bon, je pense que j'aurai largement la moyenne. J'ai choisi le premier test, le test argumentatif. Je comprends mieux. Ça fait vraiment un bon moment qu'on a laissé le banc. Donc on a eu besoin de ce diplôme pour parfaire notre travail. Franchement, pour se retrouver, c'est un peu difficile pour moi. Dans les différents centres d'examen, tout se passe bien selon surveillants et chefs de centre. Cependant, quelques préoccupations ont été évoquées. On a eu un cas de carte d'identité scolaire. L'élève en question est un élève de moins de 16 ans qui n'avait pas reçu en fin d'année sa carte d'identité scolaire nationale. En attendant qu'il a été admis dans sa salle, il compose. Les épreuves écrites du BEPC durent 5 jours. Quelques innovations cette année. Obligation pour les surveillants de coller les copies et de garder le même stylo jusqu'à la fin des épreuves. À Tiasalé, c'est Rosine Tareg, directrice départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, qui a procédé au lancement de l'examen du BEPC en présence des autorités de la région. Pour cette session, 5245 candidats affronteront une semaine durant les épreuves écrites. Elle a saisi l'occasion pour demander aux candidats de rester concentrés pendant toute la durée de l'examen, puis les a exhortés au goût de l'effort personnel et à proscrire toute idée de fraude. La directrice départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a par ailleurs exprimé sa joie de savoir que malgré les difficultés rencontrées au cours de l'année, les programmes ont pu être achevés. Les ministres de l'enseignement supérieur de l'espace francophone se sont réunis à Paris vendredi, rencontre pour échanger sur la vulgarisation du numérique dans l'espace. Le conclave a accouché d'une idée forte, la création d'une plateforme numérique pour mettre les pays au même niveau dans l'enseignement et les cours à distance. Les précisions de Mamadou Kouassi. Mise en commun des expériences et projets pour le renouvellement des modèles pédagogiques. Mode unique de validation des certificats de formation à distance. Mise en place de formation des formateurs pour le développement des systèmes numériques universitaires, avec à la clé l'ouverture d'un portail francophone commun accueillant les ressources numériques universitaires. Ce sont autant de décisions prises par les ministres de l'enseignement supérieur de l'espace francophone. Cette dernière décision sera l'affaire de l'Agence universitaire francophone, AUF. Nous mettons en œuvre la solidarité académique et universitaire. Eh bien, nous sommes contents d'être chargés de cette nouvelle tâche. Quant au portail, eh bien, il faut le faire très vite. Il s'agit pour ces autorités du monde francophone de mettre à niveau les étudiants de cet espace, surtout les étudiants africains. On a aujourd'hui dans le monde 26% de jeunes qui font des études supérieures. Malheureusement, c'est 10 fois moins dans des pays en développement, notamment les pays africains. Un exemple, le Niger, c'est 2% de jeunes qui font des études supérieures. Le numérique, c'est aussi une réponse possible pour faire que demain, davantage de jeunes, notamment dans les pays en développement, aient accès à l'université. L'une des préoccupations de ces ministres, l'accès difficile des étudiants au numérique. Nous avons convenu de mutualiser là aussi nos efforts et de faire en sorte que l'offre soit beaucoup plus performante et que nous sortions des problèmes liés à la mauvaise qualité ou quelquefois à l'absence même de l'outil Internet. Pour le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Nyamio Kona, ces engagements vont booster les initiatives des autorités ivoiriennes. Avec l'évolution de la technologie, les problèmes des TP et des TD et des TP seront eux aussi réglés. En attendant, quand la formation à distance est complète, on peut commencer par des certificats et puis plus tard par des diplômes. Cette rencontre des ministres francophones de l'enseignement supérieur suivait une plateforme pour le développement numérique universitaire. Après Paris,
C'est Bamako, la capitale du Mali, qui va accueillir la prochaine rencontre, prévue pour 2016. Et la lumière fut dans plusieurs localités de la région du Bonkani. C'est à près de 600 km d'Abidjan. Fini l'obscurité pour la population de cette région. Grâce au programme national d'électricité rurale, 62 localités au total ont été raccordées au réseau électrique ce lundi. Branchement effectué de façon symbolique par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au cours d'une cérémonie, vous le voyez sur ces images, à Bouna. De retour du Bonkani, le point de notre envoyé spécial Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité parlementaire, la visite de Guillaume Soro au Bénin, annoncée pour le 15 juin prochain. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire répondrait ainsi à l'invitation du Parlement de ce pays frère à la faveur de l'investiture de son nouveau président de l'Assemblée nationale et de son bureau. Information donnée ce lundi au terme de l'entretien entre le chef du Parlement ivoirien et l'émissaire du Parlement béninois, Léon Bro. Début d'après-midi ce lundi, en sa résidence privée, le président de l'Assemblée nationale reçoit le premier vice-président du Parlement béninois. Éric Houndete est venu porter à Guillaume Soro l'invitation à prendre part à l'investiture le 15 juin prochain des nouveaux présidents et bureaux de l'Assemblée nationale du Bénin. Le Bénin se sent honoré d'accueillir le 15 juin prochain, à l'occasion de l'investiture du président de l'Assemblée nationale et du nouveau bureau, honoré de recevoir le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ai transmis à Monsieur le Président une lettre d'invitation du président Adrien Ongwedi de l'Assemblée nationale du Bénin. Et le président Guillaume Soro a reçu avec beaucoup de joie cette invitation et nous a confirmé sa participation à cette investiture. Cela indique très bien la fraternité entre nos deux peuples. Cela indique très bien la collaboration entre nos deux parlements et nous espérons que cette visite consacrera davantage cette collaboration, cette entente entre nos deux peuples. Célébrer la fraternité africaine, mais surtout la coopération interparlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, voilà qui sous-tend l'invitation des parlementaires béninois à leurs homologues ivoiriens à travers Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Je vous propose de découvrir maintenant la teneur de ces 5 accords signés entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie dans le secteur du transport, un sujet signé Adama Koné. Main dans la main, la Côte d'Ivoire et la Tunisie s'engagent dans un partenariat numérique. C'était à Tunis lors des journées dédiées à la coopération technologique entre les deux pays. Au total, ce sont 5 conventions qui ont été signées pour partager les expériences, renforcer les acquis en matière de télécommunications, de postes et saisir les opportunités qu'offre aujourd'hui le numérique. D'abord l'accord générique, donc global, qui a été signé entre le ministère tunisien et le nôtre, et 4 autres accords qui accompagnent cet accord général. L'accord entre les 2 structures de régulation, l'accord entre les 2 structures de gestion des fréquences, l'accord entre les technopoles et l'accord qui a été signé à la fin entre l'association des sociétés qui sont en charge ici du offshoring principalement et la Côte d'Ivoire, parce que nous estimons là aussi qu'il y a des possibilités de collaboration importantes. Les 97 participants, dont 28 Ivoiriens de ces journées de partenariat, ont eu une centaine de rencontres d'affaires. Le ministre Nabagné Koné a voulu par ailleurs voir du concret, ce qui explique la visite du parc technologique El Ghazala de Tunis. C'est l'équivalent du village des technologies de l'information et de la biotechnologie, Vitib en Côte d'Ivoire. Sur ces 65 hectares, ce parc offre aux entreprises installées les commodités administratives, techniques et promotionnelles pour leurs produits et leurs services. Avant de partir de Tunis, le ministre ivoirien a été reçu par le chef du gouvernement tunisien, Habib Esside. C'était plutôt des accords signés dans le secteur numérique entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. C'est désormais effectif. Le déblocage des salaires annoncés pour la fin du mois de mai est une réalité. Les impacts sont perceptibles sur les rémunérations depuis quelques jours. Combien de fonctionnaires sont concernés par ces avancements? Qui sont les récalés et pour quelles raisons? Pour répondre à ces interrogations, le directeur de la Solde et celui des ressources humaines civiles de l'État ont co-animé une conférence de presse ce lundi. Le point avec Michel Digré.
Pour ce mois de mai 2015, 116 098 fonctionnaires ont bénéficié du déblocage des salaires et cet effectif se répartit comme suit. 92 738 fonctionnaires du secteur éducation-formation, 17 919 de la santé, 5 441 paramilitaires, 725 fonctionnaires des affaires maritimes et portuaires, 1991 des douanes et 2725 agents des eaux et forêts. Toutefois, le déblocage des salaires de 6 459 agents a été différé. Il s'agit de 1781 enseignants du secondaire n'ayant pas encore date de promotion dans les nouveaux emplois prévus par le profil de carrière du secteur éducation-formation. Après cette population, vous avez 4 678 cas dont la situation administrative reste à régulariser. Donc il importe de souligner que le déblocage des salaires pour les 6 459 cas sera immédiatement effectif dès que les pièces administratives attendues des intéressés, il s'agit d'une attestation de présence, des actes de nomination dans leur emploi, seront déposés auprès des directeurs des ressources humaines chargés de les transmettre aux services compétents du ministère de la fonction publique. En définitive, le déblocage des salaires indiciaires est effectif pour 122 153 fonctionnaires pour un coût estimé à 77,3 milliards de francs CFA sur 8 mois de l'année 2015. Il faut préciser que les fonctionnaires qui n'ont pas atteint l'ancienneté requise de 2 ans de service avant le 31 décembre 2014 pour bénéficier d'avancement ne sont pas éligibles au déblocage indiciaire. Donc cette population représente 6 675 agents. Il est à observer que l'achèvement du déblocage met fin à la subvention des cotisations sociales supportées par l'État. Le taux de cotisation pour la pension à la charge du fonctionnaire passe de 6% à 8,33%. La journée mondiale des océans a été célébrée à Dabou ce lundi. C'est un choix du programme des Nations Unies pour l'environnement. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alakwadu Rémy, en a appelé à la responsabilité de tous pour la préservation des océans. Issa Yeo, Mamadou Kwasi. Pour la survie et la reproduction de toutes les espèces marines, le gouvernement ivoirien multiplie alors les actions de sensibilisation des populations sur la préservation des océans. C'est dans cette optique que le ministre Alakwadu Rémy, à l'occasion de la Journée mondiale des océans d'Abou, a appelé à une prise de conscience de tous. Nos océans sont malades. Cette journée constitue donc un des moyens pour continuer de sensibiliser chaque citoyen, chaque citoyenne à ne plus poser d'actes qui menacent notre patrimoine commun, les océans. Nous avons l'obligation de conduire des actions à court, moyen et long terme qui préservent nos océans des impacts des activités humaines. La pollution est une menace sérieuse affectant les cours d'eau, a fait remarquer le secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est l'occasion d'apporter un effort particulier pour mettre un terme à la pollution engendrée par les matières plastiques. Cette pollution représente une menace sérieuse car elle provoque une dégradation très lente affectant les cours d'eau pour de très nombreuses années. La Côte d'Ivoire compte 522 km de côte, mais à cause, entre autres, de mauvaises méthodes de pêche, les activités humaines menacent aujourd'hui cette richesse marine. Dans le grand format ce lundi, focus sur le dispositif mis en œuvre pour prévenir tout dégât en cette saison de pluie. Souvenez-vous, l'année dernière, cette saison avait fait d'importants dommages, notamment des pertes en vie humaine. Cette année, plusieurs actions ont été menées en vue de prévenir d'éventuelles catastrophes. Quelles sont ces actions? Parviendront-elles à éviter le pire? Toutes les réponses à ces interrogations, tous les détails dans ce sujet grand format. Il est signé Alexis Ouedraogo. 29 juin 2014, d'importantes pluies s'abattent sur la capitale économique ivoirienne. Éboulement de terrain, inondation de plus de 2 mètres de haut, plus d'une vingtaine de personnes perdent la vie. L'alerte est donnée, le gouvernement se veut ferme, prendre des dispositions pratiques pour que plus jamais saison des pluies ne rime avec terreur.
Fofana est propriétaire de magasins au rond-point de la Riviera Palmeraie. Il se souvient encore des pluies de l'an dernier, en juin 2014. Ces pluies qui ont bien failli lui faire mettre les clés sous le paillasson. Il faut dire que tout a commencé aux alentours de 3 heures. Parce que moi, j'ai des gens qui dorment ici qui m'ont appelé aux alentours de 3 heures, qui m'ont dit qu'il y avait assez d'eau. Donc quand on arrivait à 6h, 6h30, vraiment, c'était pas possible vraiment d'accès au magasin parce que là, tout était vraiment inondé. Bon, on a vraiment juste récupéré peut-être les machines, mais tout ce qui était vêtements, comme nous c'est dans le vêtement, on est, bon, tout était vraiment gâté, quoi. Dans ce triste tableau, il y a pire, des familles entières à la rue, des mères portant leurs bébés pour éviter la noyade, des morts, des populations dans le besoin et en colère. Très vite, le gouvernement réagit. La saison des pluies 2014 a été une période très éprouvante pour les familles de Côte d'Ivoire, pour les populations en général, mais aussi pour le gouvernement, qui, je tiens à lui rappeler, a su être aux côtés des familles. Un budget de 100 millions avait été mis à la disposition du ministère en charge de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Et cela nous a permis donc d'accompagner les familles, de les soutenir. Et je peux attester qu'au moins 10 000 familles ont été prises en charge par le gouvernement. De son côté, l'ONAD travaille à libérer les voies d'écoulement d'eau pour stopper les inondations. Des travaux qui se poursuivront même au terme de la saison des pluies 2014. Objectif, prévenir les inondations des prochaines saisons pluvieuses et résoudre définitivement le problème d'évacuation des eaux dans la capitale ivoirienne. Le plan d'organisation de secours hors sec de l'Office national de la protection civile est activé. Les constructions anarchiques et les quartiers précaires sont fermement voués à la destruction en dépit des grincements de dents de population. Le gouvernement veut régler ce problème de manière durable. Un plan d'urgence sera mis en place pour faire face à ces problèmes-là. Dans le cadre d'un projet que nous appelons le projet LEM, les lotissements à équipement modéré. Et ce programme est destiné aux populations qui sont sur ces sites à risque. Les zones de haut risque sont ciblées. De grands travaux sur les cuvettes d'évacuation d'eau de pluie en cours, notamment sur le bassin du Gourou. Le dispositif pour protéger le pertuis de fond, il est pratiquement achevé. C'est le même principe sur tous les autres barrages pour prendre le surplus de débit. Ce barrage, il est pratiquement terminé et doit donc pouvoir jouer son rôle. Les grandes pluies vont démarrer. Il était bon que les Ivoiriens sachent ce qui s'est fait. Ce n'est pas dans la crise qu'il faut montrer aux Ivoiriens que nous sommes à la tâche, c'est bien avant. Mais le gouvernement lance un appel à la population afin qu'elle entretienne les actions de l'État par une attitude responsable et citoyenne. Il faut que les populations comprennent que les efforts sont faits par l'État, mais que ces efforts méritent d'être encouragés et que les ouvrages méritent d'être entretenus. Un appel auquel les populations entendent donner de l'écho. Nous allons sensibiliser notre population pour ne pas jeter les ordures dans l'eau et puis pour ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Le message lui a tout intérêt à bien passer. La Sodexam prévoit pour cette année de très fortes pluies sur le pays. C'est le grand format proposé par le service politique et actualité internationale de la rédaction. On en vient à ce drame survenu il y a quelques jours, le corps sans vie de Trabigoré Charles. Cet homme, âgé de 47 ans, a été retrouvé cette fin d'après-midi par les sapeurs-pompiers militaires. L'homme avait été englouti sous terre depuis mercredi au cours de travaux de construction sur un chantier. La dépouille a été extraite à 8 mètres de profondeur sous terre. Attention, certaines images peuvent choquer, âme sensible à s'abstenir. Baraki Sabamba connaît par Gassoro. Englouti sous terre depuis 6 jours, Trabigoré Charles a été finalement retrouvé sans vie par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Poquelin, cordes lourdes et bien d'autres matériels adéquats ont permis au lieutenant-colonel Vadiawe Karamoko et à ses hommes de remonter le corps sans vie de cet homme âgé de 47 ans. Cependant, la question que se posent parents, amis, proches de la victime, pourquoi le corps de Trabigoré Charles est resté sous terre pendant 6 jours? Le mercredi 3 juin, à 16h25, nous avons reçu un appel pour personnes tombées dans une fosse.
et les secours se sont présentés à 16h58. Vu la complexité du terrain, il faut des moyens appropriés que nous, au niveau du GSPM, nous n'avons pas. Nous avons fait appel à des particuliers pour pouvoir extraire le corps. Et il fallait discuter avec ces particuliers-là pour les convaincre afin de nous aider. On a commencé le travail. Il se trouve que 2 jours après, ils ont arrêté les recherches parce qu'ils disent que leur contrat est arrivé à terme. Donc il fallait chercher encore d'autres partenaires, ce qui a mis un temps parce que la machine que les premiers envoyés n'était plus adaptée au terrain. Selon le lieutenant-colonel Vadiaoui Karamoko, le mauvais temps a été également l'une des difficultés. Et le samedi, la pluie qui s'est mêlée, donc le trou qui a été fait a été bourré de l'eau. Donc il fallait extraire l'eau et puis pouvoir extraire la victime. Et Dieu merci, aujourd'hui le temps est clément, nous avons pu extraire le corps. Retrouvé, le corps a été placé dans un corbillard et conduit dans une morgue de la place. Père d'un enfant de 7 mois, Trabigoré Charles, titulaire d'une licence en sciences économiques, travaillait sur ce chantier. Dans un autre registre, les acteurs du transport routier ne veulent plus de violence dans leur secteur. Une campagne de sensibilisation initiée par le Haut Conseil du patronat du transport routier vient de sillonner plusieurs communes. En toile de fond, appeler les transporteurs à privilégier un climat de paix et de sécurité dans les gares routières. L'activité est appuyée par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement. Cette campagne a démarré le 29 mai avant de s'achever hier par un concert. Le témoignage de Moussa Konaté. Non à la machette et non au coup de poing. Désormais, plus question de bagarre, d'affrontements entre syndicats ou encore d'agression dans les gares routières. Les acteurs du transport s'engagent à bannir la violence de leur milieu. Une résolution prise à l'issue de la campagne de sensibilisation dans les communes du district d'Abidjan, initiée par le Haut Conseil du patronat du transport routier avec l'appui de l'Agence des États-Unis pour le développement USAID. Nous sommes heureux de constater qu'il y a eu une adhésion totale autour de cette idée qui veut que le secteur du transport soit définitivement débarrassé de la violence. Nous sommes les enfants de la République et à ce titre, les enfants de la République doivent avoir un esprit de responsable, avoir un esprit de gagneur. Pour terminer cette campagne en beauté, un concert gratuit de l'artiste Ismaël Isaac. Le reggae, musique de combat, et Ismaël Isaac, artiste bien apprécié dans le milieu du transport. Un alliage justifié donc pour porter le message de paix et de non-violence dans le secteur. Nous avons un allié en tant qu'Ismaël Isaac et tous les musiciens ce soir pour passer le message, pour créer un climat de paix parmi les transporteurs. Parce que ça commence dans les woro-woro, ça commence dans les baka, les bus, ça continue dans les gares routières et sur les routes. Et si ils s'engagent à promouvoir la paix, il y aura certainement moins de violence. Le Haut Conseil du patronat du transport routier aspire à la professionnalisation du secteur. Dans cette dynamique, l'éradication de la violence reste un facteur déterminant. Direction maintenant l'ouest du pays. Les femmes du Bafing, avec à leur tête la vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'unissent pour le développement de leur localité. Occasion également d'affirmer leur soutien aux idéaux du chef de l'État et ses réalisations dans le Bafing. Le compte-rendu de Moussa Koulibaly dans un récit de Thomas Guessambi. Plus de 4500 femmes à l'espace Figayo pour répondre à l'appel de l'honorable Fadiga Sarasako. Cette mobilisation des femmes de la région du Bafing résidant dans les 10 communes d'Abidjan vise à rendre un hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur des Ivoiriens. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale a réitéré l'adhésion du Bafing à l'appel de Daoukro. Elle a aussi à l'occasion assuré le président que le Bafing fera 100% aux prochaines élections présidentielles. Seul le président Alassane Ouattara inspirera confiance des investisseurs et l'adhésion de la communauté internationale. Il constitue donc, à n'en point douter, la clé de la prospérité de notre belle nation.
Fadiga Sarasako a profité de ce moment pour lancer un appel aux filles du Bafing afin de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État et à son épouse lors de la prochaine visite d'État dans le Bafing. Cette rencontre a aussi enregistré la présence des militants du FPI conduits à l'occasion par Martine Gouré. Des militants qui disent croire en la politique de développement du président Alassane Ouattara. Et ce message du CNP, le Conseil national de la presse, au cours de sa session ordinaire mensuelle tenue le jeudi 4 juin 2015, le Conseil national de la presse CNP a fait le constat suivant. Des rédactions prennent l'habitude de publier des informations portant atteinte à la dignité, à l'image ou faisant planer des risques sur la sécurité de certaines personnalités publiques sans la vérifier auparavant. En cette année électorale, le CNP invite les journalistes à plus de responsabilité, à cesser ces pratiques, à concourir à l'instauration d'un débat républicain sincère et utile, surtout à éviter d'agir en lieu et place des hommes politiques. Par ailleurs, dans le cadre de l'application de la Convention collective interprofessionnelle, le CNP recommande aux entreprises de presse qui ne l'ont pas encore fait à déposer les justificatifs de l'application de cette convention auprès de ses services compétents au plus tard le mercredi 1er juillet 2015 à 16h, selon un calendrier qui leur sera communiqué par courrier individuel. Essayer de sauver la Libye, c'est le but ultime visé par la nouvelle session des négociations qui a débuté aujourd'hui au Maroc. Négociations entre les parlements rivaux libyens. Cette étape est présentée comme décisive par l'ONU qui juge encore possible de sauver le pays et espère un accord sur un gouvernement d'union avant le début du Ramadan la semaine prochaine. Reportage. Un gouvernement d'union nationale pour sortir la Libye du chaos. C'est la proposition des pays voisins à la veille de la reprise des pourparlers de paix. Les trois pays sont d'accord sur le futur de la Libye et la situation en Libye, dans un effort commun pour les trois pays de soutenir la stabilité de la Libye, l'unité de la Libye et la volonté du peuple libyen. Selon le ministre italien des Affaires étrangères, seul le partage du pouvoir peut ramener le calme et freiner le flux de migrants qui fuient les combats pour rejoindre l'île de Lampedusa à 300 km des côtes libyennes. L'Égypte et l'Algérie, pour ce qui les concerne, redoutent une poussée terroriste, notamment celle de l'État islamique, auquel seraient affiliés des milices qui combattent en Libye. Les représentants de ces trois pays prennent part au Maroc aux négociations avec les parlements rivaux qui se disputent la Libye depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi en 2011. Des pourparlers placés sous l'égide de l'ONU qui doit trouver un accord avant le 17 juin, c'est-à-dire avant le début du carême musulman. C'est la fin de ce journal réalisé par Crocina Konaté et supervisé par Delphine Blas. Merci de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez toute l'équipe de RTI Sport dans Lundi Sport pour le décryptage, notamment de la correctionnelle hier de l'équipe féminine nationale au mondial face à l'Allemagne. Ce sera avec Cathy Touré et ses consultants. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre grande édition. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.